Première vue, cela ressemblait à un matin ordinaire. Pas de sirène, pas de panique, aucun signe avant-coureur de ce qui allait suivre. Mais derrière les murs des prisons belges et dans l'ombre de petites agences bancaires, se déroulait au début des années 2000 une histoire qui avait tout. De jeunes criminels, des braquages brutaux, un système défaillant et une évasion qui allait choquer le pays. C'est l'histoire d'un jeune criminel de haut niveau qui a prouvé à maintes reprises que les barreaux n'étaient pour lui jamais une fin et qui a finalement disparu de prison en hélicoptère comme dans une scène de film. L'histoire commence le 8 mai 2001, peu avant midi, lorsqu'une banque de Saint-Nicolas, en Belgique, est braquée. 2 auteurs disparaissent avec environ 1 million de francs belges, soit quelques 25 000 €, ce qui, à ce moment-là, semble être un incident isolé, s'avère rapidement être le début d'une série. Le même mois, plusieurs braquages suivent à travers la Belgique, toujours rapides, professionnels et sans traces apparentes. Les mois de juin et juillet se déroulent de manière étonnamment calme, avec un seul braquage de banque recensé. Mais à partir d'août, la situation change à nouveau. Entre août et novembre, le nombre de braquages augmente, non seulement en Belgique, mais aussi de l'autre côté de la frontière, en France. La police belge commence à reconnaître des schémas. Le mode opératoire est à chaque fois similaire, de petites banques, des actions courtes, peu d'erreurs. Il devient clair qu'il ne s'agit pas de voleurs occasionnels. La percée survient lorsqu'un braquage à Noorderdyk est filmé par plusieurs caméras de surveillance. Les images sont suffisamment nettes pour être diffusées dans une émission de télévision consacrée au crime en Belgique dans l'espoir que les téléspectateurs fournissent des informations. Et c'est ce qui se produit. Plusieurs signalements pointent finalement dans la même direction. Peu de temps après, 2 suspects sont arrêtés, Majid Kazmi, 20 ans, et Hamza Yaznasni, 19 ans. L'arrestation de Majid se déroule de manière presque ironique. Il est interpellé à Anvers alors qu'il tente de demander une allocation sous un faux nom. Lors de son interrogatoire, il tente de s'évader malgré le fait qu'il soit menotté. La tentative échoue, mais elle lui vaut immédiatement une réputation dangereux, risque d'évasion. Une étiquette qui, avec le recul, s'avère plus que justifiée. Lorsque l'enquête s'approfondit, la police découvre que ces 2 jeunes hommes sont tout sauf des débutants. Ils s'avèrent impliqués dans des dizaines de crimes. Lors de l'un des braquages, ils prennent en otage 7 personnes, dont un enfant de seulement 7 ans. La gravité de leurs actes montre clairement qu'il ne s'agit pas de garçons tombés par hasard dans la criminalité. Ce sont des criminels qui franchissent délibérément les limites. En 2002, le sort semble soudainement favorable à Majid et Hamza. En raison d'une erreur de procédure, ils risquent d'échapper aux poursuites et de quitter la prison en hommes libres. Mais à la fin du mois d'août 2003, cette erreur est corrigée et des poursuites sont finalement engagées. C'est à ce moment-là que tout prend une nouvelle tournure. Majid Kazmi parvient à s'évader de la prison de Turnhout, mais il ne le fait pas seul. Dans la même prison se trouve alors Ashraf Sekaki, un criminel de 20 ans dont la réputation se fait remarqué même au sein du système carcéral. Ashraf est connu de la police depuis des années. À l'âge de 16 ans, il avait déjà pointé une arme à feu sur la tête d'une femme, tandis que son fils de 4 ans se tenait à côté d'elle. Lors d'autres braquages, il exigeait des passeports et des données personnelles de ses victimes et les menaçait de venir les retrouver chez elles plus tard. Il ne connaissait aucune pitié. Ensemble, Ashraf et Majid totalisent alors plus de 40 infractions à leur casier judiciaire. Leur évasion est étonnamment simple. Par la salle de sport de la prison, ils parviennent à sortir. D'autres détenus ont laissé une échelle avec laquelle ils escaladent le mur de la prison. Près de l'établissement, une voiture les attend, clé sur le contact. En quelques minutes, ils ont disparu. Pour Ashraf, ce n'est même pas sa première évasion. Alors qu'il était mineur, il avait déjà réussi à s'échapper à plusieurs reprises de centres de détention pour jeunes. Pour lui, l'emprisonnement semble davantage être un obstacle temporaire qu'une peine définitive. La police sait que ce n'est qu'une question de temps avant que les deux ne frappent à nouveau. Fin novembre 2003, 4 amis d'Ashraf sont arrêtés, soupçonnés d'avoir aidé à l'évasion. Ils sont interrogés de manière intensive mais livrent peu d'informations. La seule hypothèse persistante est qu'Ashraf et Majid auraient peut-être fui vers le Maroc. Fait remarquable, le nombre de braquages de banques en Belgique chute drastiquement après leur disparition. Pour la police, c'est justement un signe. Lorsque fin décembre 2003 et début janvier 2004, le nombre de braquages augmente à nouveau. Les autorités sont presque certaines qu'ils sont de retour. Des victimes se voient présenter des photos d'Ashraf Sekaki et de Majid Kazmi.
Leur réaction est unanime, elles en sont sûres à 100%, ce sont les hommes qui les ont braqués. Après un braquage d'une banque AXA à Brecht, près d'Anvers, Ashraf et Majid passent à nouveau tout près de l'arrestation. Ils sont poursuivis par la police, leur voiture s'écrase, puis ils détournent un autre véhicule. La police tire des coups de feu, mais une fois encore, ils parviennent à s'échapper. On dirait que la chance les accompagne sans cesse. Cette chance ne dure pas éternellement. Le 11 janvier 2004, Majid Kasmi est arrêté à Amsterdam. Ashraf Sekaki suit un mois plus tard, en février 2004, à Borgerhout. Le 6 mars 2004 débute le procès de Majid pour les braquages qu'il a commis avec Hamza Yaznazni en 2001. Les procureurs requièrent 23 ans de prison. La procureure Marianne Capel ne l'épargne pas. Elle le qualifie de prédateur, quelqu'un qui agit uniquement par instinct et ne montre aucune conscience des dégâts qu'il cause. Elle évoque les nuits blanches, les traumatismes et la peur des victimes. Des choses qu'aucune assurance ne pourra jamais indemniser. La défense tente une autre approche. L'avocat de Majid, Philippe Carsao, affirme que Majid n'était encore qu'un enfant et qu'il a un QI de seulement 75. Selon lui, Majid ne savait pas mieux et a commencé dès l'âge de 14 ans par des vols de voitures. La plaidoirie semble partiellement porter ses fruits. Début avril 2004, Majid est condamné à 14 ans de prison ferme et 10 ans avec sursis, assorti de conditions strictes. En appel, cette peine est finalement réduite à 13 ans, plus 14 mois supplémentaires pour les braquages commis avec Ashraf. Ashraf Sekaki adopte une autre attitude. Il avoue tout et déclare en riant qu'il ne conteste rien. Il se voit infliger une mesure d'internement, une peine à durée indéterminée, destinée aux personnes qui, en raison d'un trouble mental ou d'un handicap intellectuel, n'ont pas un contrôle suffisant sur leurs actes. En théorie, cela peut signifier une détention à vie sans aucune perspective de libération. L'une des raisons de cette mesure sévère est qu'Ashraf, après sa précédente évasion, a tenté d'acheter une Kalachnikov et même un lance-roquettes. Son attitude inquiète gravement la justice. « Si je veux m'évader, je m'évade », aurait-il déclaré. Des paroles qui prendront plus tard une dimension sinistre. Le 23 juillet 2009, une femme se présente auprès d'une société d'hélicoptères appelée Hélipromotion à Dixmude, une entreprise qui propose des vols touristiques en hélicoptère. Elle se présente sous le nom de Kelly Verstraeten et dit vouloir faire une surprise à son petit ami marocain avec un vol en hélicoptère, en demandant spécifiquement de survoler une prison. Ce qui suit change à jamais l'histoire des prisons belges. Lorsque la visite est sur le point de commencer, Laoussine El Hadouchi s'approche du pilote Ludwig Louvagie et lui pointe une arme sur la tête. Il le force à décoller et à atterrir dans la cour intérieure de la prison. Le chaos éclate lorsque Ashraf Sekaki, Mohamed Jori et Abdelhak Meloul Kayari sautent dans l'hélicoptère. Un problème survient. Avec 6 personnes à bord, l'hélicoptère est trop lourd pour décoller en toute sécurité. Ashraf prend une décision glaciale. Il pousse Laoussine El Hadouchi hors de l'hélicoptère. Tandis que l'appareil décolle, Laoussine est arrêté dans la cour. Il crie qu'il a été kidnappé. L'hélicoptère met le cap sur Bruxelles, mais Ashraf change de plan en cours de route. La police dispose d'un hélicoptère avancé capable de les suivre facilement. Ils atterrissent donc dans un grand champ près de l'E40 à Alter. À pied, ils tentent de détourner des voitures. Ce n'est qu'avec une conductrice que cela fonctionne. Ils changent plusieurs fois de véhicule et disparaissent. La police lance une enquête de grande envergure. L'enquête révèle rapidement que Kelly Verstraeten n'existe pas. Son vrai nom est Leslie Decker, une femme belge convertie à l'islam et qui s'avère être la compagne de Mohamed Jori. Dans son domicile, la police trouve des preuves montrant qu'elle a joué un rôle central dans l'évasion. Le groupe fuit vers Amsterdam, y commet de nouveaux braquages de banques et tente finalement de rejoindre le Maroc. Abdelhak est arrêté le 3 août 2009 après avoir éveillé les soupçons avec un passeport mal falsifié, portant une photo qui ne lui ressemblait pas et 20 000 € en liquide. Mohamed et Ashraf sont arrêtés peu après au Maroc. Leslie est arrêtée le 11 août 2009 en Belgique, toujours au volant de la même voiture. En l'absence de traité d'extradition, Ashraf et Mohamed sont poursuivis au Maroc. Ashraf est incarcéré à Oujda et vous l'avez deviné, en novembre 2010, il s'évade à nouveau avec l'aide de son frère Oualid, mais il est repris quelques heures plus tard. Il est finalement condamné à 12 ans de prison. Mohamed est condamné à 10 ans de prison. Abdelhak à 6 ans. La complice Leslie reçoit 5
5 ans, dont seulement 2 ans ferme. Elle a déclaré avoir coopéré par amour. Le pirate de l'air qui a été poussé hors de l'hélicoptère par Ashraf, la Houssine, est condamné à 4 ans, dont 2 ans ferme pour son rôle. Revenons à Ashraf. Même derrière les barreaux, il reste impliqué dans des activités criminelles, notamment le chantage, la corruption de gardiens de prison et des pratiques de blanchiment d'argent. On dirait qu'il n'apprend jamais. L'évasion en hélicoptère a des conséquences durables. Les prisons belges tendent des câbles au-dessus de leurs cours intérieures pour éviter toute récidive. Le système apprend, mais pas Ashraf. Il écopera plus tard de 4 années de prison supplémentaires pour fraude et corruption commises depuis la prison. C'est l'histoire d'Ashraf Sekaki, un homme qui a prouvé à maintes reprises à quel point la frontière entre le contrôle et le chaos est mince. L'une des évasions les plus célèbres de l'histoire belge et un rappel de ce qui se produit lorsque des criminels déterminés se heurtent à un système défaillant.